vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est donc une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet et Laure Broulard. Et c'est Marc Bisset qui est à la technique de notre émission aujourd'hui. À la une, vous l'avez entendu, on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. C'est un meurtre sordide, une affaire terrible qui se déroule à Valenciennes le 7 octobre 2002. On découvre dans son cabinet médical le corps d'une rhumatologue qui a 35 ans, le docteur Sophie Berkmans, et elle a été sauvagement égorgée. C'est un meurtre donc sordide, c'est une affaire aussi qui va faire parler d'elle pendant des années et des années. On va vous raconter tout ça avec mes invités dans un instant. Mes invités, eh bien, ils sont aujourd'hui dans le bureau RTL de Lille avec Franck Hanson, qui est notre correspondant dans la région, avec Laurent Breil, qui est journaliste à La Voix du Nord, qui a couvert cette affaire et le procès qui en a suivi, parce qu'il y a eu un procès pour son journal, La Voix du Nord. Nous aurons également, pendant le cours de l'émission, au téléphone, maître Blandine Lejade, qui était à l'époque l'avocate de l'accusé, qui a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre donc de Sophie Berkmans. Et puis, nous aurons également maître Pascal Van Helder, l'avocat de la famille de la victime. Je voudrais revenir 2 secondes avant de donner la parole à mes invités sur le contexte de cette affaire. Il y a eu ce procès qui s'est tenu en 2011. L'accusé a été condamné à 30 ans de prison. Il a fait appel. Et puis, alors qu'on venait juste de fixer la date du procès en appel, qui devait se dérouler en 2012, eh bien, il est revenu sur son appel. Il ne s'est pas constitué donc pour le deuxième procès. Et actuellement, il est évidemment incarcéré et il continue à clamer son innocence. Et on va découvrir ensemble tout à l'heure que l'affaire est peut-être plus complexe qu'on ne le pense. Mais d'abord, les faits. Nous revenons donc à ce jour du 7 octobre 2002, tout de suite après la découverte à la mi-journée du corps de cette femme médecin. Dès 18h, Hervé Bérou ouvrait son journal d'RTL Soir sur ce meurtre d'une très grande violence. La mi-journée dans un quartier bourgeois du centre de Valenciennes, dans le Nord, avenue Carnot, une femme médecin, rhumatologue, a été mystérieusement égorgée dans son cabinet. Franck Hanson, vous êtes sur place. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir ? Bien écoutez, les policiers sont toujours sur place. Le secteur autour du cabinet médical où se pressent des curieux reste bouclé. Il était 2h moins le quart cet après-midi quand la secrétaire médicale qui allait prendre son service pour les consultations a découvert le docteur Sophie Berkmans morte dans son cabinet, une petite quarantaine d'années. Donc cette rhumatologue valenciennoise était égorgée de part en part, la jupe relevée, installée ici depuis quelques années, sans enfant. Elle vivait dans ce quartier bourgeois près du parc de la Rhônelle. Une médecin réputée assez discrète et les voisins sont sous le choc d'apprendre ce soir qu'elle a pu ainsi être assassinée. Alors les policiers du service d'investigation et de recherche de Valenciennes privilégient pour l'instant la piste d'un proche. Sophie Berkmans n'était pas mariée, un peu vieille fille, disent certains, mais elle avait un petit ami. Les faits se seraient déroulés à l'heure du déjeuner. Pour l'instant, pas de mobile pour expliquer ce geste. Une cellule psychologique a été envoyée auprès de l'employé médical et de la mère de la victime. Les investigations se poursuivent et c'est la stupeur qui domine dans le centre de Valenciennes, dans ce secteur pourtant calme. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Jacques. Alors vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, au bureau RTL de Lille, en compagnie de Laurent Breil, journaliste à La Voix du Nord, qu'on va entendre dans un instant. Mais d'abord, là, on est non seulement le jour même de l'événement, mais vraiment quelques heures plus tard. Évidemment, il y a aucune piste qui se dégage encore, sauf celle que vous évoquez. Oui, en effet, on parlait de la piste d'un proche. Alors, il faut savoir que Sophie Berkmans, elle était en ménage à ce moment-là avec un homme qui s'appelle Shafik El Ghoul, avec qui elle était depuis 2 ans. Ils s'étaient rencontrés sur Internet. Et c'est la police, le commissariat de Valenciennes, qui va tout de suite évidemment traiter ce dossier pour le moins sordide. Et je me souviens encore de policiers qui disent bon, c'est bon, on a le suspect tout de suite. Tout de suite, ils ont suspecté donc ce compagnon qui était enseignant à l'époque, mais finalement il était enseignant à Hasbrook et ils se sont rendu compte qu'il était en cours au moment du crime, donc ça ne pouvait pas être lui. Donc finalement, il a fallu tout recommencer à zéro, quoi. Donc l'enquête a pris
on peut le dire, beaucoup plus de temps qu'on aurait pu le penser au départ. Ouais, vous disiez c'est un quartier calme de la ville. On est tout près de la place d'Armes, tout près du centre-ville, quartier bourgeois. C'est un petit parc, le parc de la Ronelle, qui est vraiment à l'entrée du centre-ville de Valenciennes, plutôt tranquille, maison bourgeoise. Et puis Sophie Berckmans, comme on le disait, elle faisait l'unanimité, quoi, une vie rangée, une femme exemplaire qui donnait aussi des consultations auprès des retraités des mines, au centre des Houillères. Donc vraiment, les témoignages sont unanimes dans le quartier pour louer ses qualités dès les premières minutes du drame. Alors, c'est évidemment la brigade criminelle de Lille ensuite qui va prendre le relais de l'enquête, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Bonjour Laurent Breil. Bonjour Jacques. Alors vous, pour La Voix du Nord, bien sûr, c'est un bon, on a du mal, j'ai du mal d'ailleurs à employer le terme fait divers quand il y a un drame comme ça, mais enfin, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'événement. C'est quelque chose qui va marquer durablement la région. Oui, parce que c'est un crime qui est totalement atroce et totalement gratuit. Et également, on va rester très longtemps sans suspect. Ouais. C'est une enquête qui va durer plusieurs années, qui va durer 8 ans. Et bien sûr, c'est aussi la personnalité de la victime, Sophie Berckmans, qui était unanimement appréciée. Mais alors, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que si on programme cette émission aujourd'hui, c'est parce que, vous savez, les auditeurs de l'heure du crime, on leur propose d'ailleurs tous les jours de nous contacter sur rtl.fr à la page de l'émission et là il y a un petit bouton, on se laisse guider, soumettez une idée à l'émission et ils nous parlent des affaires criminelles qui les ont particulièrement marquées. Et il y a pas mal depuis toutes ces années en fait, les dernières années, régulièrement on nous parle, des auditeurs de cette région du Nord nous parlent de cette affaire. On en parle encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Nous-mêmes, d'ailleurs, on en a parlé cette semaine dans notre édition de lundi, à l'occasion de l'ouverture à côté du centre hospitalier de Valenciennes d'une maison de garde, c'est-à-dire donc une maison pour les médecins en dehors des heures de rendez-vous de la journée. Et justement, donc on a mis plusieurs médecins dans une même maison. En disant justement que avec le souvenir de qu'il ne soit pas seul, qu'il ne leur arrive pas ce qui s'est passé à l'époque. Exactement, pour que les femmes médecins ne restent pas seules. Ouais. Alors, on va vous retrouver tous les deux dans quelques instants. On va parler de l'enquête, on va parler des moyens considérables qui ont été mis sur le terrain par les enquêteurs, et puis on va parler des pistes, des quelques pistes qui se sont dégagées dans les semaines qui ont suivi, mais on va vous raconter surtout comment l'enquête s'est finalement enlisée. À tout de suite. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et à la une de notre émission aujourd'hui, ce meurtre à Valenciennes d'une jeune femme rhumatologue, le docteur Sophie Berckmans. On en parle en ce moment avec donc Franck Hanson, qui est notre correspondant à Lille, et Laurent Breil, journaliste à La Voix du Nord. Tous les deux ont couvert pour leurs médias respectifs, comme on dit, cette affaire. On parlera aussi avec eux du procès tout à l'heure. Avant de retourner à Lille, je voudrais qu'on entende un autre document RTL qui date du 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain de la découverte du corps de cette malheureuse dans son cabinet. Et ce qu'on peut dire 24 heures après la découverte du corps, c'est que les policiers ont vraiment pas de piste sérieuse. Franck Hanson nous parlait tout à l'heure de ce proche, mais qui a été mis hors de cause très rapidement. Il n'y a pas de témoignage solide, il y a très peu d'indices, et c'est ce qu'explique sur l'antenne d'RTL Franck Hanson dans RTL Midi. Pas de suspect, pas de mobile. Le quartier avenue Carnot face au parc de la Ronelle est d'ailleurs de nouveau bouclé depuis ce matin, où l'on remarque ici d'incessants allées-venues dans le cabinet médical, où le docteur Sophie Berckmans a été retrouvé égorgé, le visage tuméfié. Aucune trace d'effraction n'a été relevée. L'enquête, d'ailleurs jusque-là dirigée par le commissariat de Valenciennes, est désormais confiée à la police judiciaire de Lille, qui reprend le dossier à zéro. Alors dès hier soir, les enquêteurs semblaient privilégier la piste d'un proche. Le compagnon de la victime a d'ailleurs été entendu, mais il est totalement mis hors de cause. Cet enseignant de 46 ans était en cours au moment des faits dans la région d'Esbrook. Les policiers qui ont saisi le carnet de rendez-vous de cette rhumatologue discrète et estimée ici ont ratissé le jardin public face au cabinet. Divers objets ont été retrouvés. Reste à savoir si ces indices feront avancer l'enquête. Et des plongeurs doivent sonder le point d'eau. Des plaques d'égout sont également soulevées. Selon nos informations, les policiers ont également orienté leurs recherches vers des centres d'aide aux toxicomanes. Mais la médecin ne recevait au cabinet que sur rendez-vous et il n'y aurait
aurait pas eu de vol dans son domicile. Sophie Berkmans était une femme sans histoire, de bonne réputation dans sa région où elle soignait également d'anciens mineurs. Alors je reviens vers vous, Franck Hanson et Laurent Breil, puisque vous êtes dans le même bureau RTL de Lille. À entendre ce que vous disiez à l'instant, Franck, les enquêteurs ont vraiment mis le paquet, quoi. Il y a eu beaucoup de moyens mis sur le terrain. Ouais, c'est le mystère complet. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Crime de rôdeur, rendez-vous avec un patient qui a mal tourné, toxicomane, on en parlait, mais rien. Et le débat est relancé aussi à l'époque sur la sécurité des médecins. La piste d'Internet est aussi exploitée. Alors beaucoup de moyens vont être mis en place par vous parliez là des plongeurs oui, il y a des fouilles et donc il y a les hommes de la police scientifique qui sont sur place pour essayer de faire des prélèvements ADN et donc là on va relever juste ces fameux petits bouts d'ongles, le seul indice matériel qui va devenir très important plusieurs années plus tard. On en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais un petit bout d'ongle dans la mare de sang où gisait le docteur Berkmans. Au total, on aura fait plus d'une centaine d'auditions quand même dans ce dossier, des dizaines de suspects interrogés, plusieurs gardes à vue, des prélèvements ADN, et puis voilà, ça a mis du temps avant de pouvoir déboucher. Oui. Alors, je vais venir à vous dans quelques instants, Laurent Breil, parce que je voudrais qu'on écoute un autre document RTL. C'est Franck Hanson qu'on va retrouver, mais après je vais vous demander vos propres commentaires. Ça date du 29 octobre 2002. C'est une des nombreuses fausses pistes, parce qu'il faut bien dire, il y a eu des pistes fantaisistes, elles ont toutes été exploitées par les enquêteurs. Et puis, le 29 octobre, on découvre sur une route de Marly, près de Valenciennes, le corps d'une jeune femme de 18 ans. Elle a été lardée de coups de couteau. Elle s'appelle Marianne L'Histoire. Elle avait disparu quelques jours auparavant, 10 jours auparavant. Et là, les enquêteurs ont une piste parce que le meurtrier présumé serait en fuite en Algérie et les enquêteurs se demandent, c'est ce qu'expliquait Franck Hanson sur RTL, s'il n'y aurait pas un lien avec la mort de Sophie Berkmans. Deux victimes, même si elles ont été retrouvées dans un environnement différent, ont été tuées selon le même mode opératoire, la même sauvagerie, des dizaines de coups de couteau et des traces d'égorgement. On ne peut pas s'empêcher de faire des rapprochements, admet le procureur de Valenciennes, mais le phénomène d'imitation a peut-être joué. Marianne L'Histoire, la jeune étudiante, calme et sans histoire, qui cherchait un petit boulot, a vraisemblablement été piégée par son meurtrier. Formellement identifié, ce franco-algérien, prénommé Tahar, se serait présenté comme un employeur potentiel. L'homme, au lourd passé de délinquance sexuel, avait déjà tenté d'aborder des jeunes filles en leur proposant du babysitting. En début d'année, il a été condamné pour une agression contre une femme qui sortait d'un établissement médical. Il s'était enfui en s'excusant. Sophie Berkmans, rhumatologue réputée, habituée des forums de discussion Internet, avait ouvert à son agresseur. Elle n'a pas été violée non plus. Aucune effraction n'a été relevée dans le cabinet, mais les traces ADN relevées sur place pourraient être rapidement comparées avec les empreintes génétiques du fuyard pour éventuellement confirmer de lourds soupçons. Alors évidemment, et les enquêteurs le disent tous, il faut se méfier du coupable idéal. Laurent Breil, en fait, cet homme a été mis hors de cause. Oui, parce qu'il n'était pas il était pas dans le Valenciennois à ce moment-là. Ah oui, donc déjà il avait un alibi, oui. Oui. Donc il est parti en Algérie, mais il est revenu de son plein gré. Il a été jugé en 2006, si je me souviens bien. Il s'agit de Tahar Bourala, et il a été condamné à 30 ans de prison. D'ailleurs, à ce propos, le frère de Tahar Bourala était présent pendant toute la durée du meurtrier de Sophie Berkmans. Du procès du meurtrier présumé de Sophie Berkmans. Voilà, tout à fait. Et persuadé que c'était Mohamed Medjahed, donc ce meurtrier présumé, qui avait tué lui aussi Marianne L'Histoire. Ah d'accord. Voilà. Mais bon. Donc en fait, le lien n'avait pas été fait que par les enquêteurs. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause tout de suite, et puis ensuite on va parler de ce rebondissement. Vous venez de donner le nom de cet homme qui est apparu après 7 ans d'enquête, 6 ans d'enquête, on va dire, comme le meurtrier présumé. Aux enquêteurs, on va vous expliquer dans quelles circonstances. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on revient sur cette très longue enquête sur le meurtre de Sophie Berkmans à Valenciennes le 7 octobre 2002. Malgré ces moyens qu'on évoquait tout à l'heure avec Franck Hanson et Laurent Breil qui sont dans le bureau RTL de Lille, mais c'est pas passé grand-chose dans cette enquête. Beaucoup de fausses pistes, tout a été vérifié, mais rien n'avançait. Et puis, le 25 avril 2008, après des années donc d'enquête infructueuse, on apprend que la police vient d'arrêter un marginal dont l'empreinte génétique correspondait à l'ADN masculin retrouvé dans le cabinet du docteur Berkmans après son assassinat. Explication d'abord sur RTL de Franck Hanson qu'on retrouvera en direct de Lille tout de suite après. Cet homme au profil de marginal avait déjà un passé judiciaire lourd, mais à l'époque de ses premiers agissements, les analyses génétiques n'étaient pas aussi poussées. C'est en fin d'année dernière, après une banale affaire de dégradation de véhicules, que ces empreintes ADN sont relevées et donc entrées dans le fichier national. Les policiers du SRPJ de Lille vont alors faire le rapprochement avec le meurtre de cette rhumatologue, toujours inexpliqué depuis plus de 5 ans. Le docteur Sophie Berkmans avait été retrouvée égorgée, le visage tuméfié dans son cabinet de Valenciennes. L'enquête piétine, mais plusieurs indices matériels ont été prélevés, dont des ADN, notamment dans les ongles de la victime, qui correspondraient en fait à ceux de ce suspect d'une quarantaine d'années. L'homme persiste pourtant à nier sa responsabilité. Il se défend maladroitement. La présence de ces empreintes à cet endroit ne s'explique pas, confie un enquêteur, persuadé de ne pas se tromper de client après plusieurs pistes infructueuses. Ce serait en tout cas enfin un soulagement pour les proches de cette médecin sauvagement assassinée, une femme discrète et passionnée par son métier. Alors on reviendra sur l'affaire de l'ongle là tout à l'heure, mais d'abord Franck Hanson, Laurent Breil, je voudrais qu'on revienne sur qu'est-ce qui est apparu à ce moment-là de la personnalité de cet homme, qui était donc le coupable présumé. Il était connu des services de police, à part l'incident qui fait qu'on lui a prélevé son ADN. Oui, il était connu, mais plusieurs années auparavant, il était fiché pour une tentative de viol et d'homicide en 81. Il avait été condamné par la cour d'assises d'ailleurs. Il y avait également une procédure pour attentat à la pudeur en 1989, mais rien jusqu'à ce jour de novembre 2007 où il est arrêté. Medjahed, c'était un marginal qui vivait un petit peu, qui vivait sur Valenciennes, qui vivait de petits boulots en fait, de période d'inactivité. Il avait été marié, divorcé. Enfin bon. Et dès le début, il nie toute implication dans l'affaire. Ah oui, ça c'est clair. Il nie farouchement sa responsabilité dans ce meurtre. Voilà, Medjahed, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé tout au long de l'enquête, en fait. Oui, ni tout au long du procès. On va y venir tout à l'heure avec Laurent Breil qui a assisté au procès. Mais d'abord, je voudrais prendre en ligne maître Blandine Lejeune. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Pradel. Vous êtes l'avocate, ou vous avez été en tout cas l'avocate à l'époque de Mohamed Medjahed, qui a été condamné à 30 ans pour ce meurtre. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fois de sa personnalité, d'abord de sa personnalité, on va dire. Comment vous est apparu cet homme ? Il a le profil un peu comme vous disiez Franck Hanson. C'est vrai que c'est un gars qui est un peu seul, un peu à la dérive, c'est-à-dire qu'il ne voit plus ses enfants, il est divorcé, il vit dans une petite chambre meublée, il ne travaille pas beaucoup, il vit plutôt d'aide, et c'est effectivement un homme, ce qu'on peut dire de lui dès qu'on le voit et dès qu'il apparaît dans cette procédure, c'est que c'est un homme très seul, voilà, que peu de gens connaissent, qui fait pas parler de lui là où il habite. Enfin, il habite dans une petite chambre meublée, le voisinage n'a pas à se plaindre de lui. C'est un homme discret. Oui. Mais à vous, enfin, je sais pas si vous pouvez révéler ce genre d'intimité avec un client, mais à vous, il dit j'ai rien fait. Enfin, c'est important pour vous en tant qu'avocate de savoir si votre client est coupable ou non. Ça c'est la sempiternelle question qu'on nous pose. Ceux qui nous écoutent se la posent. Mais si vous voulez, je vais vous dire, moi pour être très clair, en règle générale, vous savez, quand quelqu'un est dans le déni, il est dans le déni vis-à-vis de tous, y compris vis-à-vis de lui-même. Alors, c'est vraiment un fantasme d'imaginer qu'un homme qui nie à la terre entière, dans l'intimité d'un parloir, viendrait dire à son avocat, en fait, c'est moi. Ça, c'est vraiment du fantasme. Cet homme est vraiment dans la dénégation farouche et totale des faits qui lui sont reprochés. Il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Voilà.
D'accord. Et puis il n'avouera effectivement. Il n'avouera jamais. Il n'avouera jamais. Alors on va faire une pause très rapide et tout de suite après on va parler de cette histoire d'ongles qu'on a évoquée comme ça très rapidement avec des points de suspension depuis le début de l'émission. C'est quelque chose qui est vraiment central dans cette affaire. On y revient avec vous et avec Franck Hanson et Laurent Braille dans un instant. L'heure du crime sur RTL. Alors on parlait il y a un instant de ce rebondissement très important le 25 avril 2008. Il faut se rappeler que le meurtre de Sophie Berkmans dans son cabinet médical à Valenciennes remonte au 7 octobre 2002. Malgré tous les moyens mis dans l'enquête, eh bien ça n'avait rien donné. Et puis on apprend donc ce qu'on racontait il y a un petit instant avec Franck Hanson. Voilà, la police vient d'interpeller quelqu'un parce qu'il y a une bagarre, on lui a prélevé son ADN et ça match comme disent les policiers, avec l'ADN ou un des ADN qui avait été relevé en 2002 sur la scène du crime par les enquêteurs. Et il faut dire que, je l'ai d'ailleurs rappelé, que Mohamed Medjahed a nié farouchement. Pourtant, les policiers avaient relevé des charges accablantes contre lui. Évidemment, pour la famille de Sophie Berkmans, ce rebondissement 5 ans après le drame était un véritable soulagement. On va entendre ce qu'on disait sur RTL Franck Hanson et puis on va en parler après ensemble. Ce suspect a nié toute responsabilité. C'est un de ces morceaux d'ongles qui a été retrouvé sur le sang de la victime. Déjà condamné par le passé pour agression sexuelle, cet individu avait aussi l'habitude de rôder dans le parc juste en face du cabinet de la rhumatologue. Plus de 5 ans après, c'est un soulagement pour sa famille, même si maître Pascal Van Helder, leur avocat, veut rester prudent. C'était particulièrement épuisant et douloureux pour eux parce que d'abord, ils ont perdu quelqu'un de la famille et qui était une personne tout à fait remarquable. Le fait de rester constamment dans l'inconnu, dans l'attente, dans l'expectative, ça finit par être complètement insoutenable. Donc il est bon maintenant qu'on puisse avoir des nouvelles positives à leur donner. Aujourd'hui, on a une chance sérieuse de voir aboutir la vérité. Pour les policiers, le mobile de ce crime pourrait être une agression sexuelle. Même si Sophie Berkmans n'a pas été violée, le meurtrier présumé au physique imposant pourrait être lié à d'autres affaires non résolues en France ou en Belgique. Son emploi du temps de ces dernières années va donc être soigneusement vérifié. Je voudrais dire que maître Pascal Van Helder, qu'on vient d'entendre là au micro de Franck Hanson, sera en ligne avec nous dans la toute dernière partie de l'émission dans moins d'une dizaine de minutes. Mais je reviens d'abord à vous, maître Blandine Lejeune, sur cette histoire d'ongles, parce que vous avez, et on va parler aussi du procès, mais vous avez développé une argumentation qui pouvait, ou en tout cas c'est ce que vous pensiez vous à l'époque, mettre en doute la fiabilité de cette preuve qui paraissait incontestable. Oui, il faut arrêter de penser que la présence d'ADN c'est une preuve incontestable. Il y a des dossiers très médiatiques qui ont prouvé que en mettant les ADN de quelqu'un d'autre, on pouvait finalement faire planer le doute sur une autre personne. L'ADN n'est pas une preuve parfaite. C'est une preuve parmi d'autres. Or, il s'avère que le jour de la découverte du corps de Sophie Berkmans, aucune précaution n'a été prise pour préserver la scène de crime. C'est-à-dire qu'on est entré dans cette maison un peu, excusez-moi de l'expression, un peu triviale, mais comme dans un moulin. Les pompiers sont entrés. Cette jeune femme avait malheureusement déjà la gorge tranchée et baignée dans son sang. Les pompiers ont tenté de la ranimer, lui ont posé des électrodes, enfin, aucune précaution de préservation des preuves n'a été prise, à un point tel que sa rentrée et sa sortie du domicile, et que une boucle d'oreille de Sophie Berkmans qui était dans le couloir va disparaître. Très certainement, dit en procès verbal, très certainement emporté dans la chaussure d'un pompier qui serait intervenu sur la scène de crime. Donc, il aurait marché par inadvertance sur cet élément. Absolument. Et ça serait parti. Donc c'est pas un vol là, on parle pas de ça. Non, c'est-à-dire que c'est une petite perle que les policiers voient dans le couloir et qui disparaît après. D'accord. Quand on voit aujourd'hui à quel point les scènes de meurtre sont préservées dans des conditions drastiques, on se dit qu'à l'époque, on fait du grand n'importe quoi. Oui. Mais alors attendez, maître, expliquez-nous, vous pensez, vous, que l'ADN de votre client a pu être amené sur la scène de crime sous les semelles de quelqu'un ? Et pourquoi pas ?
Non, mais je vous pose la question parce et pourquoi pas on va vérifier. Alors, c'est apparu comme une position totalement farfelue. Il y a eu d'autres ADN retrouvés sur la scène de crime. Je vais vous dire, vous savez, nous, on a développé une thèse. Effectivement, l'ADN de Mohamed Medjahed va être retrouvé et va matcher. Mais, si le petit ami de Sophie Berkmans n'avait pas eu un alibi en béton, il y avait des traces de sperme de ce monsieur sur la jupe de Sophie Berkmans. Je peux vous dire qu'on n'aurait pas cherché plus loin, on aurait dit ADN, traces de sperme égale culpabilité. Donc il faut être extrêmement la complexité, effectivement, absolument, de l'analyse extrêmement prudent avec l'analyse des ADN. Alors je reviens à vous dans quelques instants, hein, on va parler aussi du procès, mais là on retourne à Lille, où vous êtes d'ailleurs maître, je crois, mais on va au bureau RTL de Lille, Franck Hanson et Laurent Breil. L'ADN, quand on parle de l'ADN de Mohamed Medjahed, c'est plus qu'un ADN, si j'ose dire, c'est un bout d'ongle. Oui, c'est son même. Vas-y, Laurent. Allez-y, c'est pour ça que je voudrais avoir des précisions, puis vous qui connaissez tous les deux très bien le dossier. En fait, ce sont 2 bouts d'ongles qui ont été retrouvés de part et d'autre du visage de Sophie Berkmans, et avec cette particularité que Mohamed Medjahed avait les ongles très longs, donc très cassants. Il avait l'habitude de se les couper d'ailleurs. Il les laissait pousser, il les coupait régulièrement. Je crois que Maître Blandine Lejeune nous contredira pas. Mais bon. Voilà. Mais alors, la question que j'ai envie de vous poser, évidemment, vous en tant que journaliste, et puis en plus cette enquête a duré des années et des années, vous avez des contacts avec les enquêteurs, vous les connaissez parce que vous les avez également, j'imagine, vus, interviewés ou parlé avec eux sur d'autres affaires. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils apprennent cette histoire de boudon contestée par la défense de Mohamed Medjahed? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous en parlent? Il y a pas trop de doute malgré tout, hein, depuis le temps que l'enquête avait été lancée. Pour les hommes de la PJ de Lille qui géraient le dossier à l'époque, voilà, Mohamed Medjahed était le coupable entre guillemets idéal. Hein. La preuve de l'ADN là faisait vraiment foi en l'occurrence. Et puis bon, il avait quand même un casier judiciaire, même s'il ne faisait pas partie des clients, des patients réguliers du docteur Berkmans. Il avait déjà fait parler de lui dans le quartier. Et puis bon voilà, cet ADN était là, ce bout d'ongle parlait pour confirmer en fait les présomptions des enquêteurs. Ce bout d'ongle, pardon de vous demander des précisions sur des choses un peu macabres, mais ce bout d'ongle, vous avez dit, ces 2 bouts d'ongle ont été retrouvés de part et d'autre du visage de la victime. Dans des flaques de sang. Dans des flaques de sang, d'accord. Donc c'est plus difficile de penser qu'elles ont été importées, que ces ADN ont été importés sous la semelle de quelqu'un. Mais bon, on refait pas le procès, mais on va en parler par contre du procès dans quelques instants après une pause. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors, je voudrais qu'on prenne tout de suite en ligne Maître Pascal Van Helder, avocat de la famille de Sophie Berkmans. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Pradel. Et merci d'avoir accepté de revenir vous aussi sur cette affaire qui a duré si longtemps. Un mot peut-être, parce que c'est vrai qu'on parle des affaires, de ce qui est spectaculaire, des enquêtes, des rebondissements. Pour la famille de cette femme médecin, ça a dû être terrible ces années. C'était absolument horrible parce que ça a duré quand même plusieurs années. Hein. Les faits sont de 2002 et le jugement, l'arrêt de la cour d'assises est de 2011. Oui. Pendant tout ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu des fausses pistes, comme vous l'avez souligné, ce qui a fait espérer à plusieurs reprises à la famille qu'on allait avoir une issue. À chaque fois, on s'était trompé. Le père de la victime, le père de Sophie Berkmans, est mort en cours de procédure, vraisemblablement avec une causalité directe avec l'assassinat, le meurtre de sa fille. Et donc tout ça fait en sorte que cette famille a vraiment souffert un martyre, en particulier la mère. Ce qui fait que quand on parle des avocats, toujours au moment des procès, etc., vous êtes la seule personne que la famille a, j'allais dire, sous la main, pour essayer d'avoir un peu d'espoir et pour essayer de comprendre le déroulement de l'enquête et la marche de la justice, quoi, en fait. Absolument, c'est très difficile parce que nous sommes les seuls intermédiaires entre les victimes et l'institution judiciaire. Il faut régulièrement se tenir informé auprès du juge d'instruction ou du procureur de la République de l'évolution.
Et bien souvent, ça a été le cas ici, bien souvent, je revenais à mon cabinet et je disais à la famille, il n'y a rien de neuf. Ouais. Donc vous imaginez à chaque fois les interrogations, comment va-t-on s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer, enfin bref, c'est extrêmement difficile. Puis alors, il faut dire que le procès de Mohamed Medjahed s'ouvre le 6 décembre 2010 devant la cour d'assises de Douai, mais dès le premier jour d'audience, il y a un coup de théâtre incroyable, un témoin surprise qui apporte un élément qui pourrait tout remettre en question. On en parle tout de suite après avoir écouté ce qu'en disait sur RTL Frank Hanson à l'époque. Un témoin surprise qui semble encore aujourd'hui terrorisé. Pour son audition, la présidente a réclamé le huis clos et fait sortir l'accusé. Cette femme, d'une 60aine d'années, a donc expliqué qu'elle avait une relation au printemps 2002 avec un certain Patrice, qui lui-même avait été l'amant du docteur Sophie Berkmans à Valenciennes. Quelques semaines plus tard, après sa rupture, elle rencontre une troisième femme, nouvelle compagne de Patrice, une certaine Germaine, qui pourrait avoir commandité l'assassinat de la rhumatologue par jalousie. Troublant, dans le box, Mohamed Medjahed, l'accusé qui nie toute implication malgré les indices matériels qui l'accablent, assure qu'il ne connaît pas cette personne. Malgré les doutes de l'avocat général sur la véracité de ce témoignage, pur ragot, dit-il, la Cour ordonne un supplément d'enquête pour retrouver notamment les acteurs de ce mélo. Une épreuve pour la famille Berkmans qui attend déjà depuis plus de 8 ans ce procès, mais on leur doit la vérité, lâche maître Blandine Lejeune, l'avocate de la défense. L'affaire ne sera pas rejugée avant au moins 6 mois. On va retrouver maître Blandine Lejeune, aussi maître Pascal Van Helder dans un instant, mais Frank Hanson peut-être et Laurent Breil, un mot de commentaire là-dessus. On en sourit presque aujourd'hui quand on entend ces faits, quoi. Cette femme qui est venue témoigner à la barre, une certaine Germaine, Maria, enfin, c'est assez fou, mais en même temps, c'est vrai que le tribunal ne pouvait rien négliger, rien échapper, et puis bon, finalement, on a encore perdu du temps. Bon. Voilà, et le deuxième procès, donc le procès a eu lieu du 6 au 9 juin 2011. C'est à l'issue de ce procès que Mohamed Medjahed a été condamné à 30 ans de prison. Et alors là, il s'est passé quelque chose. Il a fait appel de sa condamnation dans un premier temps. On a fixé la date d'un prochain procès. Et là, il s'est désisté de cet appel. Pour vous, maître Pascal Van Helder, c'est une preuve supplémentaire de sa culpabilité ? Je pense que si véritablement Mohamed Medjahed avait des intentions de démontrer qu'il était coupable, il fallait effectivement qu'il se comporte de cette manière-là. Et pour vous, maître Blandine Lejeune, je profite que vous soyez tous les deux toujours en ligne. Ça, c'est une équation un peu simple, pour ne pas dire simpliste. Il s'est désisté de son appel pour des raisons de santé. Moi, je lui ai expliqué ce que ça signifiait. Il n'a pas souhaité, pour des raisons de santé, retourner devant une cour d'assises avec de toutes les façons un grand risque de confirmation, étant entendu que on considère que la présence de ces débris d'ongles dans la flaque de sang, c'est la signature de l'assassin. Bon, il n'est pas il sait aussi analyser la situation. Donc vous dites qu'il se désiste de l'appel pas par reconnaissance de culpabilité. Mais pour raison de santé, dites-vous. Pour raison de santé, voilà. Et là, actuellement, donc, il purge cette peine de 30 ans de prison. Oui, tout à fait, il purge sa peine de prison. Écoutez, je vous remercie beaucoup, vous et votre confrère, maître Pascal Van Helder, d'avoir apporté votre éclairage sur une petite question, Jacques, peut-être, à maître Van Helder. Petite question pour maître Van Helder. Est-ce que la famille a encore des doutes? Parce que finalement, elles n'ont pas eu les réponses qu'elles attendaient à ce procès. Medjahed n'a rien dit, n'a rien expliqué. Est-ce que, comment elles vivent aujourd'hui avec cette absence de réponse, finalement? Les membres de la famille considèrent que M. Medjahed est coupable, sans absolument aucune équivoque. Je crois que tout le déroulement que vous venez de faire des faits de l'affaire démontre que il y a des preuves scientifiques, il y a des preuves établies, et n'oublions pas non plus les antécédents que vous avez signalés. Il avait déjà quand même été condamné par une cour d'assises dans le Nord pour des faits quasiment similaires, et la victime à cette époque ne s'en était sortie que par miracle. Écoutez, je vous remercie. On peut pas aller plus loin parce que j'ai un œil malheureusement sur la pendule, mais je crois qu'on a bien décrypté cette affaire grâce à vous, donc Frank Hanson, Laurent Breil, au bureau RTL de Lille, et grâce à maître Blandine Lejeune et maître Pascal Van Helder qu'on vient d'entendre à l'instant. On comprend mieux, après tout cela, que cette affaire est vraiment durablement frappé l'imagination de tous ceux qui vivent dans cette région de Valenciennes. L'émission est maintenant terminée et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.